Alors, je vais vous parler d'abord un petit peu de la révolution de 1848-1849 et puis des trois personnages clés de l'unification allemande du Deuxième Reich, donc Otto von Bismarck, puis Albert von Roon et finalement Helmut von Moltke. Alors, la révolution de 1848 en Allemagne fut une tentative significative de bouleversement politique, social et économique, motivée par de nombreuses insatisfactions. Le Congrès de Vienne avait laissé de nombreuses questions ouvertes et les désirs politiques de larges pans de la société civile insatisfaits. Les classes moyennes, notamment le Bildungsbürgertum, donc les classes moyennes instruites, les étudiants, les professeurs, les avocats, les médecins, aspiraient à la participation politique, en bref, à la démocratie, à l'unité nationale et aux réformes sociales. Ces revendications étaient répandues dans toute l'Europe et les événements révolutionnaires qui avaient commencé en France se propagèrent donc rapidement dans toute l'Europe et atteignirent également les États allemands en mars 1848. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, donc les barricades à Berlin. Les revendications des révolutionnaires comprenaient les libertés politiques, une constitution et la création d'une assemblée nationale allemande, c'est-à-dire d'un parlement. Ce parlement fut élu pour la première fois dans un acte de démocratie nationale et se réunit solennellement le 18 mai 1848. Au milieu de ces bouleversements se trouvait également Otto von Bismarck. Alors, jeune homme politique représentant la Prusse au Parlement de Francfort, observant avec scepticisme les événements révolutionnaires et les processus proto-démocratiques. À cette époque-là, Bismarck n'était pas particulièrement influent ni connu, et son avenir politique et personnel était plus qu'incertain. Il aurait cependant déjà dit de lui-même à cette époque-là: soit je deviendrai le plus grand coquin, soit le plus grand homme de Prusse. L'Assemblée nationale de Francfort de 1848 se constitua donc en réponse aux revendications révolutionnaires dans le but d'élaborer une constitution nationale allemande. Cependant, cette Assemblée nationale avait du mal à définir les frontières extérieures d'une Allemagne unifiée, à s'accorder sur une constitution commune, et les énergies révolutionnaires commencèrent à s'affaiblir au cours d'interminables tergiversations qui occupèrent les mois suivants. Bismarck vécut de près les longues luttes parlementaires sur des questions aussi difficiles que le rôle de l'État multinational autrichien dans une Allemagne à unifier, ou encore de nombreux détails de la Constitution. Il fut également témoin de la faible puissance d'action extérieure de ce Parlement lors de conflits frontaliers avec le Petit Danemark, tout comme Bismarck assista à la dissolution violente du Parlement et à l'arrestation de ses membres, faute de pouvoir armé pour défendre leur cause. Cette révolution de 1848 marqua le début d'une période prolongée d'incertitude politique en Allemagne, mais elle n'aboutit pas au changement politique immédiat espéré par beaucoup. L'ascension de Bismarck ne commença que bien plus tard, au cours des années 1860, lorsqu'il devint Premier ministre de Prusse. Bien que Bismarck n'ait pas joué de rôle central en 1848, ses expériences faites à Francfort et sa politique ultérieure devaient changer durablement la carte politique de l'Europe. Qui était donc cet homme, réputé pour sa gourmandise, ses bonbons cinglants, ses lettres d'amour et le peu de temps qu'il consacrait au travail du bureau? Otto von Bismarck était né le 1er avril 1815 à Schönhausen et était voué à devenir donc la figure centrale de l'histoire allemande de la deuxième moitié du XIXe siècle.
son origine aristocratique influença largement son parcours. Membre de la noblesse prussienne, on peut même dire membre de la fine fleur de la noblesse prussienne, Bismarck fut façonné dès son plus jeune âge dans un environnement imprégné de principes monarchistes et de traditions militaires. Les idées de Bismarck sur l'unification allemande, vis-à-vis de laquelle il était fondamentalement sceptique, il faut le dire, une telle unification menaçant potentiellement le rôle dominant de la Prusse. Donc ces idées politiques différaient considérablement des aspirations démocratiques de la Révolution de 1848. On peut dire qu'il était vraiment tout le contraire d'un démocrate. Tout de même, il avait bien reconnu, en tant que témoin de la Révolution de 1848, que le train vers l'unité allemande était bien parti et que cette unité allemande ne saurait pas être empêchée à long terme. Donc, il s'agissait bien de préserver le rôle de la Prusse dans cette future Allemagne unifiée, et aussi de la caste aristocratique, évidemment. Donc, ce qu'il imaginait, lui, ce qu'il privilégiait, c'était donc une unification conservatrice des principautés allemandes sous la direction de la Prusse, donc le maintien du pouvoir de l'aristocratie surtout, et des principes autoritaires. En tant que Premier ministre de Prusse, à partir de 1862, Bismarck adopta une approche de realpolitik, comme nous l'avons vu, donc des décisions pragmatiques basées sur le pouvoir étaient prioritaires. Cette célèbre citation, « Les grandes questions du temps ne seront pas décidées par des discours ou des votes majoritaires, mais par le faire et le son », reflète assez bien donc sa conviction que le succès politique s'obtient par la puissance militaire et la diplomatie stratégique, l'opportunisme aussi, et non pas par de longs débats finalement impuissants comme il en avait vécu à Francfort en 1848. Bismarck comptait sur des alliances habiles et des guerres victorieuses pour assurer et renforcer l'hégémonie prussienne en Allemagne, et surtout pour repousser hors de la sphère d'intérêt prussienne l'Autriche, la grande rivale de la Prusse. L'habileté diplomatique de Bismarck consistait surtout dans son manque de scrupules d'un côté et dans sa capacité de réfléchir non pas un ou deux, mais 3, 4 ou 5 coups à l'avance. Ainsi, il n'hésitait pas à provoquer des crises diplomatiques avec les pays voisins, juste avant donc, les guerres d'unification, mais officiellement, c'était toujours l'autre côté qui était responsable de l'escalade vers le conflit armé. Or, une fois qu'un ennemi avait été vaincu, Bismarck plaidait en faveur d'un traitement aussi clément que possible de cet ennemi, car il voyait en lui déjà un futur allié. Or, Bismarck n'était pas seul. Il aurait été impuissant sans le soutien crucial de deux autres hommes influents de l'armée prussienne, à savoir Albrecht von Roon et Wilhelm von Moltke. Parlons d'abord d'Albrecht von Roon. Albrecht von Roon joue un rôle central dans la modernisation de l'armée prussienne, notamment en introduisant à grande échelle un nouveau type de fusil, c'est-à-dire le fusil à aiguille, comme on l'appelle, donc un fusil moderne, comme nous le connaissons aujourd'hui, qui remplaça donc le traditionnel fusil à percussion. Ce nouveau type de fusil s'est caractérisé par une précision améliorée et une cadence de tir bien plus rapide. Roon reconnut très vite l'importance stratégique de cette nouvelle arme et réussit à en convaincre le roi de Prusse, Guillaume Ier. Or, Guillaume Ier se trouvait en profond désaccord avec le Parlement prussien sur le financement de cette réforme. C'était une impasse totale. Et c'est dans cette situation-là qu'il fit appel à Bismarck. Bismarck, qui était en poste d'ambassadeur, très loin de la Prusse, en général était fâché avec la plus grande partie des autres aristocrates.
Et donc on l'avait éloigné de la Prusse, mais dans cette situation d'impasse politique, c'était la dernière carte à jouer pour Guillaume Ier qui voulait à tout prix cette réforme militaire, qui voulait introduire ce fusil et moderniser l'armée prussienne. Donc il rappela Bismarck et lui confia la chose. Bismarck, sans aucun scrupule, n'hésitait pas à endosser l'impopularité en faisant abstraction du vote contraire du Parlement prussien. S'imposa face au Parlement prussien pour financer cette réforme. Et on peut bien résumer qu'il devint l'homme le plus détesté de Prusse à ce moment-là, antilibéral, écrasant le Parlement qui avait dit non, mais réalisant donc cette réforme militaire et cette modernisation qui allait s'avérer décisive sur le champ de bataille des futures guerres. Et l'armée prussienne, donc, qui était orchestrée par un autre personnage, Wilhelm von Moltke, autre personnage absolument fondamental pour cette unification allemande. Il était né en 1800, c'était un stratège exceptionnel et c'était le chef d'état-major de la Prusse. Il a grandement contribué donc au succès de la Prusse lors des 3 guerres menées en 1864 contre le Danemark, 1866 contre l'Autriche et en 1870-71 contre la France, confirmant ainsi l'évaluation de Bismarck selon laquelle c'était donc pas les discours, mais le fer et le sang qui décidaient les grandes questions de l'époque. Le génie militaire de Moltke se manifesta donc dans ces 3 guerres. Quant à la guerre contre le Danemark en 1864, il convient de noter que Moltke a mené cette guerre pour la Prusse et contre le Danemark, son ancienne patrie, on peut dire, parce qu'il avait grandi au Danemark, il avait passé la plus grande partie de sa jeunesse au Danemark, et il avait aussi reçu son éducation militaire. Or, pendant la guerre austro-prussienne, celle de 1866, c'est l'utilisation des chemins de fer et des télégraphes, donc de ces inventions, de ces modernisations techniques dont il s'est servi pour coordonner les mouvements des troupes, ce qui s'avéra aussi efficace que novateur que le fusil à aiguille que von Roon avait introduit. Enfin, lors de la guerre contre la France, en 1870-71, c'est Moltke qui réussit à faire prévaloir sa position contre de nombreuses voix qui souhaitaient une prise militaire totale ou le bombardement de la ville de Paris, avec des conséquences imprévisibles et désastreuses pour la population civile. Ainsi, c'est grâce à Moltke que les troupes alliées du Reich, les troupes prussiennes, se limitèrent donc au siège de la capitale, tout en préservant la réputation internationale de la Prusse et de ses actions militaires. Résumons. Ces 3 hommes, von Moltke, von Roon et surtout Otto von Bismarck, bien plus que le roi de Prusse, sont des figures décisives qui, grâce à leurs compétences militaires et diplomatiques combinées, ont mené à bien l'unification allemande en 1871, sous tutelle prussienne, bien entendu. Le résultat en fut un empire allemand qui était militairement fort, techniquement avancé, économiquement exceptionnel, mais politiquement conservateur, antidémocratique et marqué par le militarisme prussien et un empereur tout-puissant. Loin de tout ce que les révolutionnaires libéraux et démocratiques de 1848 avaient essayé de réaliser. Ce contraste devait se révéler être une bombe à retardement au cours des décennies suivantes, en particulier lorsque Bismarck fut contraint de démissionner et que le jeune Guillaume II commença à façonner la politique allemande selon ses propres termes. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Je vous remercie de votre attention. Merci.